VOA Afrique. Bienvenue en ce dernier jour de l'an 2015. Nous sommes le jeudi 31 décembre. Jacques Aristide avec vous. À venir dans ce Washington Forum, une petite rétrospective de l'année qui se termine avec les attentes pour 2016. Mais retour d'abord sur les élections en République centrafricaine. Un double scrutin longtemps attendu dans un pays divisé. Au lendemain du vote, la question demeure, la Centrafrique peut-elle tourner la page? Ce sera dans la première partie. Et dans la seconde, quelques moments forts de 2015, tant en Afrique qu'ailleurs dans le monde, avant de jeter un coup d'œil sur les événements prévus l'an prochain. Washington Forum. Mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. Cap d'emblée donc sur la République centrafricaine où environ 1,9 million d'électeurs ont été enfin appelés aux urnes mercredi pour élire leurs députés et un nouveau président. Enfin, parce que ce rendez-vous électoral a été reporté à maintes reprises. 30 candidats, dont une femme, sont engagés dans la joute présidentielle. Le déroulement du vote d'hier avec Tatiana Mosso, envoyée spéciale de VOA Afrique à Bangui. Candidat numéro 2, Arkosh Touadéra. Candidat numéro 1. Un dépouillement dans la pénombre, ceci n'aura pas été la seule difficulté logistique et technique de ce scrutin. Le bon déroulement des élections sur l'ensemble du territoire relève quasiment d'un miracle selon la MINUSCA. Près de 2 millions d'électeurs devaient voter pour ce premier tour. Ils auront eu le choix entre 30 candidats à la présidentielle et au moins 1300 pour les législatives. Parmi les têtes d'affiche, l'ancien ministre Karim Mekassoua. Ma conviction, c'est que la véritable transition, c'est pour ça que je vais aller à ces élections et je vais les gagner. La vraie réconciliation, la vraie transition, ce serait celle qui sera issue de cette élection-là. Même si elle n'est pas idéale, mais je lancerai un appel à la réconciliation à tout le monde pour venir travailler ensemble. Autre figure politique bien connue des Centrafricains, Martin Ziguélé, l'ancien Premier ministre des présidents Jean-Félix Patassé et François Bozizé. Il faut vider le faux contentieux qui oppose les Centrafricains et qui se fonde sur la peur de l'autre. Je serai déterminé et résolu. C'est pour ça que si je suis élu, je veux créer et donner une grande force politique à un ministère d'État chargé de la réconciliation nationale. Dans ce trio de tête, il faudra compter avec Anissé Georges Dologuélé, un autre ancien Premier ministre de Patassé qui bénéficie désormais du soutien de François Bozizé. Pour la population, cette élection est le départ de tout. Nous prendrons des Centrafricains, de la diaspora, de la société civile, d'autres partis politiques, à la seule condition qu'ils apportent quelque chose de concret dans la reconstruction de ce pays. Évidemment, des outsiders sérieux pourraient venir troubler ce trio de tête, connu de tous les Centrafricains. L'autorité nationale des élections a 15 jours pour annoncer des résultats définitifs. Un deuxième tour serait alors prévu le 31 janvier. Reportage de Tatiana Mosso. Tatiana qui nous rejoint en direct depuis la capitale centrafricaine. Et pour m'accompagner tout au long de ce Washington Forum, deux invités avec moi sur ce plateau. Eugène Pewa Pelema, président du Central African Community Council de Washington. Et une voix très familière sur les ondes de VOA Afrique, journaliste chevronné. Je veux parler d'Idrissa Seydoudia. Mais je me tourne d'abord vers vous, Tatiana. Quelles sont les réactions sur le terrain au lendemain du vote? Ce matin, pour avoir voté hier et que cette journée de vote soit passée dans tous les observateurs et ainsi que la presse revenaient sur une journée dans son ensemble plutôt calme. Plutôt calme. Et je dois dire que la liaison téléphonique n'est malheureusement pas parfaite. Alors, beaucoup de ferveur et d'engouement hier, mais a-t-on une idée du taux de participation ?
Alors écoutez, le taux de participation est forcément meilleur que celui du référendum. Il n'y a pas encore de chiffres officiels, mais une chose est claire, c'est que tous les bureaux de vote que nous avons pu parcourir hier étaient quasiment pris d'assaut. Il y avait beaucoup de monde et qui votait jusque très tard. Donc le taux de participation devrait forcément être meilleur, voire totalement doublé ou triplé par rapport au référendum. Ouais, et puis les opérations de dépouillement s'annoncent longues selon les observateurs. À partir de quand devraient tomber les premiers résultats ? Alors effectivement, les dépouillements ont commencé tard hier, parfois à la bougie, très mal éclairé comme vous avez pu le voir dans le reportage, mais il y a aussi le rapatriement ainsi que la compilation qui sera très longue. L'ANE, l'autorité nationale des élections, annonce avoir des résultats définitifs dans 15 jours et si possible des premiers résultats, donc des résultats préliminaires au courant de la semaine prochaine. Voilà, vous restez avec nous, Tatiana. Eugène, votre pays a eu une histoire plutôt agitée depuis l'indépendance en 1960, mais depuis environ 3 ans maintenant, c'est-à-dire depuis la chute de François Bozizé, la situation a pris des proportions alarmantes, malheureusement. Quasi-absence de l'État, une économie très affaiblie, affrontements interreligieux. Que vont changer ces élections ? La RCA va-t-elle pouvoir tourner la page ? Bonne question, Jacques, parce que le pays est totalement à reconstruire, que ce soit l'armée, que ce soit l'administration de l'État, que ce soit la cohésion sociale, que ce soit les Centrafricains, que ce soit l'économie, l'habitat. On a dit aux Centrafricains que ces élections allaient amener la paix et ils sont allés très nombreux, je le pense, voter, car ils en ont un peu ras-le-bol de cette guerre qui dure depuis un moment. Mais il est quand même tout à fait dommage que la communauté internationale n'ait pas pu assurer la sécurité centrafricaine de la même manière qu'ils l'ont fait pour ces élections. Et on espère qu'après les élections, cette sécurité continuera. Mais de cela que la page tourne, ça c'est encore un grand travail à faire. Oui, sécurité, c'est le gros problème parce que des bandes armées continuent à sévir à travers le pays. Il y a les anti-Balaka, il y a des groupes nés de l'ex-coalition rebelle Seleka. La LRA de Joseph Kony est toujours dans les parages et représente un danger. Quelle est la priorité des priorités pour le prochain président Idrissa ? Faire que l'État reprenne le contrôle de l'intégralité du territoire centrafricain ? Il y a ça et il y a aussi le fait que la communauté internationale devra pendant un certain temps encore accompagner les nouvelles autorités pour asseoir l'autorité de l'État et rétablir la sécurité dans le pays. Il faut dire que l'histoire de la République centrafricaine est plutôt troublée. Depuis l'indépendance, on parlait tout à l'heure de Barthélemy Boganda, le premier président, le père fondateur qui a disparu dans des circonstances mystérieuses dans un accident d'avion. Il a été remplacé par des présidents qui ont été ensuite renversés. Il y a eu l'épisode avec Jean Bédel Bokassa. Ensuite, on a eu Bozizé qui a renversé un président démocratiquement élu. Et la Seleka et tout ça me laisse un peu rêveur. Histoire agitée donc. Et maintenant 2 commentaires Facebook. Alain Gué-Paulin de Mascara, Algérie. Le calme reviendra en RCA si les élus parviennent à unir le peuple sans distinction. Peter Onze du Congo-Brazza. Soyons optimistes, donnons la chance à cette nation de pouvoir tourner cette page sombre. Je salue la bonne volonté de mon pays pour son implication à la résolution des problèmes centrafricains. Défi titanesque, il y a 3 candidats qui sont donnés favoris, Tatiana le disait, nommément Martin Ziguélé, Anicet Georges Delogélé et Karim Mekassoua. Mais les 2 outsiders, Sylvain Patassé et Désiré Kolingba, ne sont pas à écarter non plus. Alors Eugène, ces candidats ont-ils les qualités requises pour relever de tels défis ? En fait, c'est la question que la plupart des Centrafricains se posent parce qu'il faudrait reconnaître que pendant toute cette transition, justement, la plupart de ces candidats ont brillé par leur totale absence pour donner des solutions de sortie de crise. Donc, on se pose la question, est-ce qu'ils seront capables de défendre les intérêts des Centrafricains et qui ne vont pas brader, par exemple, nos richesses comme ils l'ont souvent fait depuis des années. Le Centrafrique n'a pas la chance d'avoir les revenus de leurs ressources pour développer le pays. Mais le problème, c'est plus un problème d'immaturité de la plupart de ces hommes politiques centrafricains qui n'ont été intéressés que par les élections, qui ont été totalement absents d'une certaine manière de la souffrance de leur propre peuple pendant toute cette crise transitionnelle.
Un probable second tour est prévu le 31 janvier. Tatiana, quel est le sentiment des observateurs sur le terrain? Un second tour de la présidentielle est-il inéluctable? Alors, selon les observateurs de l'Union africaine, par exemple, le scrutin qui a été observé est plutôt, leur semble crédible, bien qu'il y ait eu des difficultés majeures au niveau de la distribution des cartes, notamment, ainsi que de l'ouverture de certains bureaux ou encore de listes d'électeurs. Mais un second tour ne semble pas du tout être impossible, étant donné qu'il y avait 30 candidats, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Forcément, si on veut que la Centrafrique tourne la page et reste dans un climat apaisé, il faudra un second tour pour rendre ces élections crédibles. 30 candidats pour 2 millions d'électeurs, c'est beaucoup et c'est un signe positif. Ça veut dire que, quel que soit le programme de ces candidats, il y a une vraie volonté à la fois politique et citoyenne que le pays tourne la page. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Centrafrique ce soir. Merci à Tatiana Mosso, notre envoyée spéciale à Bangui. Bonne année, meilleurs vœux à vous, Tatiana. Nous retrouverons nos 2 autres invités pour jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et aborder les événements déjà inscrits au calendrier l'an prochain. Washington Forum revient après la pause. Merci de continuer à suivre Washington Forum. Jacques Aristide de retour avec vous. Comme promis, nous vous proposons une petite rétrospective des événements qui ont marqué 2015 pour ouvrir cette tranche plein feu sur l'Afrique avec ce récapitulatif de Bagassi Koura. 2015 se termine par une bonne nouvelle sur le front de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. 2 ans après le premier cas en Afrique de l'Ouest, la Guinée, après le Libéria et la Sierra Leone, a officiellement célébré le 29 décembre la fin de l'épidémie qui a fait plus de 11 300 morts sur quelques 29 000 cas recensés. 2015, une année de crise au Burundi. Le 25 avril, la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat plonge le pays dans le chaos. Les violences ont fait plusieurs centaines de morts et poussé plus de 200 000 Burundais à quitter le pays, selon les Nations Unies. Un procès historique, celui d'Hissène Habré, l'ancien dirigeant tchadien de 1982 à 1990, s'est ouvert le 20 juillet devant les chambres africaines extraordinaires à Dakar, au Sénégal. Hissène Habré est jugé pour crimes contre l'humanité, torture et crimes de guerre. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, élu en début d'année, a déclaré que son pays avait techniquement gagné la guerre contre Boko Haram. Le groupe islamiste a multiplié cette année des attentats suicides au Nigeria et dans les pays voisins comme le Cameroun, le Tchad et le Niger. Selon plusieurs études, Boko Haram est l'organisation la plus meurtrière au monde. L'année a été aussi marquée par cette attaque de l'hôtel Radisson Blu à Bamako, au Mali, le vendredi 20 novembre. 22 personnes, dont 14 étrangers et 2 assaillants, y ont trouvé la mort. 2 groupes terroristes, Al-Mourabitoun et le Front de libération du Massina, avaient revendiqué cette attaque en plein cœur de Bamako. 2015 se termine avec un nouveau président au Burkina Faso, Roch Kaboré, 58 ans, investi le 29 décembre, a été élu 1 mois plus tôt. Dès le premier tour, son élection met fin à plus d'une année de transition après la fuite de Blaise Compaoré en octobre 2014. Une transition brièvement interrompue mi-septembre par le coup d'État du général Diendéré, l'ancien bras droit de Compaoré. Le prix Nobel de la paix 2015 pour l'Afrique, il a été décerné en octobre au quartet du dialogue national en Tunisie pour sa contribution décisive à la construction d'une démocratie pluraliste en Tunisie à la suite de la révolution de Jasmine en 2011. Et enfin, la Côte d'Ivoire a remporté sa 2e Coupe d'Afrique des Nations après celle de 1992. Le 8 février, en finale de la 30e Coupe d'Afrique des Nations, les éléphants se sont imposés à l'issue de la séance de tirs au but face aux Black Stars du Ghana. Merci bien, Bagassi Koura. Nous retrouvons nos invités, l'analyste politique Eugène Peroy-Pelema,
Eugène, qui est aussi un ancien basketteur ayant participé aux Jeux Olympiques de 1988. Également avec nous au studio 52, mon collègue de VOA Afrique, Idrissa Seydoudia. Le Burundi va certainement continuer à faire la une en 2016. Le dialogue gouvernement-opposition est censé reprendre le 6 janvier à Arusha, en Tanzanie. Mais le ton est monté d'un cran hier par la voix du président Nkurunziza, qui a adressé une virulente mise en garde contre l'envoi dans son pays de troupes de l'Union africaine. Il a même prévenu que le Burundi s'y opposerait par la force. Alors Idrissa, la question, cela augure-t-il mal de la suite du dialogue inter-burundais? Ce qui est certain, c'est que le porte-parole de la coalition d'opposition dit carrément qu'on ne peut pas avoir un dialogue s'il n'y a pas la sécurité dans le pays pendant qu'on continue de tuer des gens. Le gouvernement du Burundi a dit qu'il n'en est pas question sans son consentement et on voit difficilement comment l'OUA, dans le cadre de la souveraineté d'un État, peut envoyer des troupes sur place et risquer une guerre avec l'armée nationale du Burundi. Mais cela dit, quel dialogue? L'opposition dit que le président Nkurunziza n'a pas droit à un troisième mandat. Il insiste sur son droit d'avoir et en disant que c'est un droit légitime que ce troisième mandat. Alors, et confier aussi la médiation à un gars comme Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986 et qui est candidat à sa propre succession. Quelle est la logique de tout cela? À suivre, évidemment. Nous venons de l'entendre, le Burkinabé Roch Kaboré a été élu à la tête de son pays. En Côte d'Ivoire voisine, c'est Alassane Ouattara qui a été réélu. L'an prochain, les yeux seront rivés sur l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Car après la Centrafrique, des élections sont prévues en Ouganda, au Gabon, en Guinée équatoriale et bien évidemment dans les deux Congos, Congo-Brazzaville et République démocratique du Congo. Au Congo-Brazza, après déjà 31 ans de pouvoir, le président Denis Sassou Nguesso briguera un troisième mandat après un référendum constitutionnel controversé. En RD Congo, c'est l'incertitude pour l'heure. Le président Joseph Kabila se représentera-t-il pour un troisième mandat? Troisième mandat qu'interdit la Constitution, à moins d'une modification comme nous l'avons vu ailleurs sur le continent. Je voudrais ramener le Burkina Faso pour vous poser cette question, Eugène. La révolution burkinabé peut-elle servir pour mettre un terme à ces présidences à vie en Afrique? Je pense que tout d'abord, chaque pays a un différent contexte. Je ne sais pas si cette révolution peut s'appliquer aux autres pays, mais toutefois, ça peut l'influencer. Je me suis toujours posé la question, pourquoi ne pas adopter la méthode russe, où un président peut avoir 2 mandats, partir et revenir pour une deuxième fois. Mais par contre, ce qui m'étonne le plus souvent, c'est combien ces pays qui tiennent énormément à la démocratie dans les pays africains se permettent d'organiser des élections pendant des conflits de guerre comme en Centrafrique. Moi, c'est des questions comme ça qui m'étonnent très souvent et j'espère en tout cas que les Africains vont grandir, gagner plus de maturité puisque la démocratie est un processus et il faudrait dire que ça prendra le temps de s'enraciner dans la culture de nos peuples. Alors vous voulez dire comme beaucoup de nos commentateurs à Facebook, arrêtez de nous donner des leçons. C'est un peu ça que j'ai compris. Alors, puisque nous parlons d'exemples africains, Idrissa, le procès Habré illustre-t-il le fait que l'Afrique peut juger ces dictateurs ou ce procès sera-t-il tout simplement une exception africaine? J'espère qu'elle ne le sera pas. Cette procédure actuellement que l'on voit à Dakar, il a fallu de nombreuses années et de fortes pressions des organisations de défense des droits de l'homme et de la société civile pour qu'on ait finalement un procès au Sénégal. Il a fallu des pressions. Et il a fallu aussi un accord entre le gouvernement sénégalais et l'Union africaine. Alors, si les Africains sont sérieux dans leurs plaintes que l'on entend constamment, le fait que la CPI, la Cour pénale internationale, ne juge que des Africains, il faudrait que cet exemple de Hissène Habré soit répercuté ailleurs en Afrique. Bon, dans le cas présent, on a le Burkina Faso qui demande l'extradition de l'ancien président Blaise Compaoré. Mais le Burkina n'y croit pas, à mon avis, parce que je doute fort que la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, leur livrera Blaise Compaoré. Alors, l'heure maintenant de vous proposer 2 commentaires Facebook. Fred Mexin-Potin, centrafricain établi en Russie. La prise de position de Poutine contre l'OTAN est pour moi l'événement marquant et Poutine est le président de l'année. Le monde, et en particulier l'Afrique, serait mieux sans la dictature de l'OTAN. Point de vue de notre commentateur Facebook. Timmy Miga, qui vit à Haïfa en Israël.
ce qui m'a marqué en 2015. J'ai terminé mes études difficilement, l'année qui m'a fait fuir à mon quartier, l'année avec des crises économiques, que 2016 puisse être une année de réconciliation et de partage des richesses, on l'espère en tout cas. Et voilà, on va passer maintenant à ce reportage sur quelques gros événements sur le plan international. John Lyndon nous propose ce condensé. Bureau ovale, 6 décembre 2015. Dans une adresse à la nation, le président américain réitère sa détermination à protéger les Américains contre l'État islamique. L'État islamique, un ennemi dangereux, qui a laissé ses marques à travers le monde. Près de 66 décapitations entre janvier et août de cette année. Des attaques terroristes opérées dans 20 pays et qui, au cours des 18 derniers mois, ont fait plus de 1600 morts. Les plus marquantes, les attentats de Paris et la destruction d'un avion russe en provenance d'Égypte. La coalition internationale, qui a vu ses rangs s'agrandir avec l'adhésion de nouveaux pays comme l'Australie, l'Italie ou encore la Tunisie, lance une guerre sans merci contre l'organisation. Pendant ce temps, aux portes de l'Europe, ils sont environ 1 million de migrants et réfugiés à débarquer, fuyant les guerres ou la pauvreté. Plus de 3695 d'entre eux sont morts en chemin. 50% à 60% des candidats à l'exil en Europe sont d'origine syrienne, environ 20% viennent d'Afghanistan et un peu plus de 20 171 du Nigeria. 2015, il y a aussi eu cette victoire de la diplomatie sur la force. Après plus de 12 ans de négociations, l'Iran et le groupe des 5+1 parviennent finalement à un compromis sur le nucléaire iranien. Un deal historique qui restait très controversé aux États-Unis comme en Israël. Et puis, après plus d'un demi-siècle de rupture, les relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba sont rétablies, avec la réouverture le 20 juillet dernier des ambassades américaines et cubaines. Dans le monde du sport, 2015 aura été l'année du séisme à la FIFA. Scandale, succession d'arrestations, démissions. Sepp Blatter et Michel Platini sont suspendus pour 8 ans de toute activité dans le football par la commission d'éthique de la FIFA. Et enfin, cet accord adopté à Paris le 12 décembre par 195 pays lors de la conférence mondiale sur le climat COP21. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Merci bien, John Lyndon. Voilà une année 2015 riche en événements, une année malheureusement marquée par le terrorisme, Bamako, Paris, Ankara, San Bernardino. Idrissa, la montée fulgurante du groupe État islamique et l'attrait de son idéologie du djihad auprès des jeunes occidentaux, dont ceux issus de l'immigration, incite-t-il la communauté internationale, y compris les États-Unis, à repenser la lutte contre le terrorisme dans le monde ? On le penserait, mais le président Obama a maintenu qu'il n'enverrait jamais de troupes au sol en Irak comme en Syrie, comme on l'avait vu par exemple en Irak dans le temps avec le président Bush et en Afghanistan, des guerres qui ont duré pendant plus d'une décennie et qui ont coûté très cher aux États-Unis. Il dit qu'il n'en est pas question. Alors pour le moment, la France, les États-Unis, l'Union soviétique, mais je parle de la Russie, ça montre mon âge, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous êtes sur ce plateau, Idrissa. Voilà, c'est pour mettre tout ça en perspective. Tous ces pays ont décidé d'intensifier les frappes aériennes contre l'État islamique, mais il y a aussi des limites à cette tactique dans la mesure où il y a des populations civiles. Et il faudrait éviter de tuer massivement des innocents sur le terrain. Donc il va falloir, pour ce qui est des États-Unis en tout cas, obtenir des pays arabes et des pays musulmans de la région une plus grande implication dans la lutte, dans le combat avec des troupes terrestres. Ça, c'est assez difficile au stade actuel. Les pays arabes, comme l'Arabie saoudite, ont leurs propres préoccupations. Par exemple, le Yémen pour l'Arabie saoudite. Mais sur le plan concret, les États-Unis peuvent intensifier les actions, le rôle des forces spéciales. Comme on l'a vu, c'est grâce à ces forces spéciales qu'on a pu tuer avec un drone le fameux Jihadi John, n'est-ce pas? Donc il y a des possibilités à ce niveau, mais c'est incontournable. Il faudra des forces terrestres sur le terrain pour finir par battre
l'État islamique. Okay. Eugène, j'imagine, s'il y a une nouvelle que vous avez suivie de très près cette année, le scandale qui ébranle la FIFA depuis mai dernier, 14 hauts responsables inculpés pour corruption. Cette arrestation à Zurich, ce n'était que le point de départ d'une affaire qui continue à faire des remous au sein du gouvernement mondial du football. Quelles sont les leçons à tirer ? Tout à fait, Jacques. Vous vous rappelez, lors de la Coupe du Monde 2014, la dernière journée, on avait justement parlé de toutes ces choses et on parlait des processus démocratiques au niveau de la FIFA. Dans le monde entier, les présidents font 2 mandats. Et pourquoi les présidents de FIFA devraient faire des mandats indéterminés ? Je pense qu'il serait bien, pour qu'il y ait une régénérescence au niveau de la FIFA, que le savoir soit partagé par tous les membres de la FIFA, que l'on puisse justement tacler ce problème. D'ailleurs, certaines fédérations, les présidents ne font pas plus de 2 mandats et je pense que c'est le début d'une bonne chose. La FIFA étant un élément, du moins une organisation très puissante dans laquelle beaucoup d'argent est brassé, il va falloir changer les choses pour éviter les cas de corruption. Justement, Eugène, pour revenir au ballon rond, je me souviens qu'en juin 2014, vous venez de le dire, vous étiez avec moi sur ce plateau pour faire le point sur la Coupe du Monde de football au Brésil. L'organisation était alors très critiquée. Alors, le même Brésil qui se prépare maintenant à accueillir les Jeux Olympiques d'été l'année prochaine, Rio 2016. Vous-même, en tant qu'ancien Olympien, vous vous attendez à quoi ? Bon, je pense que ce sera un grand succès. D'abord, il faut reconnaître que les Jeux Olympiques seront organisés dans une seule ville, Rio. La Coupe du Monde, c'était dans 7 ou 8 villes et c'était beaucoup plus difficile. Et qu'entre-temps, le Brésil a dû apprendre des erreurs qu'ils ont déjà faites à cette période-là. Et ça va être une grande fête du sport, puisqu'il y aura tous les sports. Ce ne sera pas que le football. Je m'attends à avoir une grande fête du sport dans le monde. Mm-hmm. Et Idrissa, pour changer complètement de sujet, nous l'avons vu, le drapeau cubain flotte de nouveau à Washington depuis le 20 juillet cette année, celui des États-Unis à la Havane depuis août, après 54 ans d'absence. Que signifie ce nouveau départ dans les relations entre les États-Unis et le Cuba ? Vous avez parlé d'un nouveau départ et je crois que c'est exactement ce qu'il faut dire parce que, on a rétabli les relations diplomatiques, il y a certaines mesures qui ont été levées. Mais la plus grosse mesure, qui est l'embargo commercial décrété par les États-Unis il y a donc plus de 50 ans, cet embargo reste en place et seul le Congrès peut le lever. Or, le Congrès est dominé par les républicains qui sont contre toute normalisation avec Cuba pour des raisons de politique intérieure. Mais avec la nouvelle génération, n'est-ce pas, de Cubains dont les parents étaient venus de Cuba et qui sont toujours contre Fidel Castro et son frère, la nouvelle génération n'est pas aussi opposée. Alors peut-être que ça offre de l'espoir et on verra ce que ça donnera. Alors pour terminer, peut-être très rapidement, vos vœux, Eugène ? En tout cas, je souhaite tous mes meilleurs vœux de santé, prospérité, d'abord à tous ceux qui regardent votre programme, spécialement aux Centrafricains. J'espère que la République centrafricaine va retrouver le chemin de la paix. Et à très bientôt en 2016. À très bientôt. Idrissa ? Bonne et heureuse année à tous les auditeurs et téléspectateurs de VOA Afrique et bonne chance à vous, Jacques. Vous commencez une nouvelle année à New York. Merci, oui, j'allais le dire justement. Merci à nos invités, Eugène Peroua-Pelema du Central African Community Council et Idrissa Sedoudia, mon collègue de la VOA. Un petit mot de ma part pour vous dire qu'après cette émission ici à Washington, un peu d'émotion maintenant, je mets le cap sur New York, car ce sera à partir de cette ville que j'espère vous retrouver avec le même plaisir en 2016, après pratiquement 5 ans dans la capitale américaine. Un grand merci à Jeremy Gross, le chef du service VOA Afrique, pour cette belle opportunité. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2016. Tous nos meilleurs vœux également à toutes nos radios et télépartenaires. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt depuis New York. Take care.